il est tout pile 22h. Vous retrouvez Isabelle Millet, le journal de la nuit. Europe 1. Et voici les titres de votre journal. Le scénario du pire se précise. 10 jours après la disparition d'une étudiante à Strasbourg, du sang avec son ADN a été découvert dans l'appartement d'un suspect. Un récidiviste mis en examen pour assassinat, enlèvement et séquestration. On sera à Strasbourg avec Arthur Elmbachet dès le début de ce journal. On reviendra évidemment sur les annonces concernant le grand plan santé détaillé ce matin par Emmanuel Macron pour améliorer la qualité des soins, lutter contre les déserts médicaux, réorganiser l'hôpital. Le président qui va devoir trouver un nouveau ministre de l'Intérieur puisque Gérard Collomb choisit de retourner dans sa ville de Lyon. On sera sur place également. On écoutera le cri d'alarme des élus de Seine-Saint-Denis face au règlement de compte et aux morts qui se succèdent. Ils dénoncent le manque de moyens. Leur département est abandonné. Et puis le foot, bien sûr, les phases de poule de la Ligue des Champions. Ça se passe en ce moment et on suit ça en direct sur Europe 1, notamment le PSG qui joue à Liverpool. Vous êtes sur place, Julien Froment. Ça va pas fort, disait à l'instant Émilie Mazoyer. Et c'est vrai que ce début de match est très compliqué pour Paris. Oui, exactement. Paris Saint-Germain mené 2-1 à la pause par Liverpool. C'est Thomas Meunier qui a marqué le but pour le PSG. Merci Julien. Direction Monaco maintenant, les Monégasques qui accueillent l'Atlético Madrid. Frédéric et Lyon. Et là aussi, c'est pas facile. Oui, exactement. Même score, l'Atlético Madrid et Isabelle mène 2-1. Ouverture du score de Grand Cyr pour Monaco, mais derrière les Monégasques ont encaissé 2 buts, Diego Costa et Jiménez. Merci Frédéric et Lyon. Messieurs, on vous retrouve évidemment à Liverpool et à Monaco à la fin de ce journal pour faire un point complet sur ces deux rencontres. Elena Morna sera là elle aussi pour nous donner la tendance météo avec le retour des éclaircies demain. Sans oublier votre rendez-vous à 22h20, l'interview écho d'Emmanuel Dutheil qui reçoit ce soir la présidente d'Europecar, Caroline Parot. Europe 1. D'abord donc l'enquête sur la disparition de Sophie à Strasbourg, cette jeune étudiante de 20 ans dont on est sans nouvelles maintenant depuis le 7 septembre, depuis qu'elle a répondu à une petite annonce pour visiter un appartement. L'étau se resserre autour du suspect interpellé ce week-end, Arthur Elmbachet. L'homme a été mis en examen pour assassinat, enlèvement et séquestration. Alors, 3 informations essentielles après cette conférence de presse de la procureure de Strasbourg. L'ADN d'abord. Des perquisitions ont été menées dans l'appartement du suspect. On y a retrouvé, les enquêteurs ont trouvé des traces de sang. Des analyses ADN ont été menées et ça concorde avec l'ADN de la victime, la jeune femme disparue à Strasbourg le 7 septembre, Sophie Le Tan. Le suspect est à présent poursuivi pour assassinat, ce qui sous-entend la préméditation avant le meurtre, parce que le scénario s'affine également. Il s'agit bien d'un guet-apens, un piège fatal, nous a dit le directeur régional de la police judiciaire. Une fausse annonce immobilière pour attirer les victimes sur le terrain de chasse du suspect, nous a-t-on dit. Enfin, un troisième élément sur la jeune fille elle-même. Qu'en est-il ? Je veux encore y croire, a dit la procureure de Strasbourg. Est-elle encore vivante ou non ? Voilà sa réponse. On continue, dit-elle, à lancer un appel à témoins et les enquêteurs mènent encore en ce moment même des recherches intenses et continues. Merci beaucoup Arthur Elmbachet, correspondant d'Europe 1 à Strasbourg. Après le plan pauvreté la semaine dernière, c'est donc l'acte 2 de la rentrée sociale du gouvernement. Emmanuel Macron a présenté ce matin son plan santé, un investissement de 3,4 milliards d'euros d'ici 2022. Mélanie Gomez, vous êtes la spécialiste santé d'Europe 1. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la spécialiste santé d'Europe 1. Alors qu'est-ce qu'il y a, Mélanie, concrètement dans ce plan ? Alors ce plan, ça commence d'abord dès la formation des futurs médecins. D'abord, c'est officiel, le numerus clausus sera supprimé à partir de 2020. Ça veut dire que l'accès aux études de médecine ne sera plus limité par des quotas. Et puis la première année aussi de médecine, le fameux PACES et son concours si redouté seront aussi supprimés. Donc avec cette suppression, l'objectif, c'est de former plus de médecins. Mais comme ces derniers n'arriveront sur le marché que dans 10 ans, là, il y a une mesure d'urgence qui a été annoncée tout de suite. 400 médecins salariés seront envoyés dans les déserts médicaux. Et justement, finalement, dans cette grande réforme, on voit que pour soulager l'hôpital et ses urgences débordées, eh bien on met le paquet sur la médecine de ville. Et pour cela, l'une des mesures phares, c'est la création d'un nouveau métier, les assistants médicaux, qui vont permettre de libérer du temps pour les médecins libéraux. L'objectif, c'est d'en former 4000 d'ici 2022, une sorte d'aide-soignant de ville qui pourra prendre la tension ou le poids des patients avant la consultation, mais aussi aider une personne âgée à se déshabiller et puis gérer les tâches administratives. Enfin, autre axe majeur de cette réforme, d'ici 2022, le médecin qui travaille tout seul dans son cabinet, ce sera fini. Ils seront tous invités désormais
désormais à se regrouper, alors pas forcément sous le même toit, mais en réseau en tout cas. Tous les professionnels de santé d'un secteur géographique, par exemple les médecins, les infirmiers, les pharmaciens, auront entre autres la mission d'assurer des urgences en ville, la journée seulement jusqu'à 20h, pour désengorger les urgences des hôpitaux. Et alors pour l'hôpital à proprement parler, justement, qu'est-ce qui est prévu? On sait que beaucoup de patients redoutent des fermetures. Alors s'il y a des mesures qui sont prévues pour l'hôpital, notamment tout ce qui est financement, il y a du nouveau, il y aura un financement qui va être totalement revu. Et puis en ce qui concerne les fermetures d'hôpitaux, non, il n'y en aura pas. La ministre de la Santé l'a confirmé cet après-midi. Par contre, certains petits établissements vont évoluer en hôpitaux de proximité. Certains ne feront plus d'opérations chirurgicales lourdes, pour d'autres plus d'accouchements, mais par contre, ils se recentreront par exemple sur le suivi des maladies chroniques, sur les soins des personnes âgées ou même sur la rééducation. Merci Mélanie Gomez, qui est donc la spécialiste santé d'Europe 1. Alors que pensent de ce plan les principaux intéressés? Eh bien, on a posé la question à Frédéric Valtou, il est le président de la Fédération hospitalière. Quand il dit qu'il faudra que la médecine de ville assume une permanence des soins, c'est-à-dire reste ouverte, reste accessible jusqu'à 20h, voire 22h, et il a lourdement insisté sur le 22h, on voit bien qu'il conçoit bien que c'est aussi à la médecine de ville d'avoir la responsabilité de la prise en charge de premier recours et pas tellement à l'hôpital. Bien sûr, en nuit profonde, on ne va pas demander aux médecins d'être là en nuit profonde, mais jusqu'à 22h, il demande aux médecins effectivement, de s'organiser, et il va les aider mais de s'organiser pour assurer la prise en charge des Français. Ça, c'est quand même... c'est un discours nouveau. Frédéric Valtou, le président de la Fédération hospitalière. Le groupe Lactalis, de nouveau autorisé à vendre son lait pour bébé. L'entreprise a en effet reçu le feu vert des autorités sanitaires pour reprendre la commercialisation de la poudre de lait infantile produite dans son usine de Cran en Mayenne. Usine qui, vous le savez, avait été touchée à la fin de l'année dernière par une contamination au salmonelle. Le procès de la maltraitance animale à l'abattoir de Mauléon dans les Pyrénées-Atlantiques. 6 mois de prison avec sursis ont été requis aujourd'hui contre l'ancien directeur après la diffusion d'images chocs filmées par l'association L214. Isabelle Millet sur Europe 1. Merci d'écouter Europe 1, il est 22h06. Les élus de Saint-Denis interpellent le gouvernement. On ne devrait pas mourir à 16 ans. Cri d'alarme au lendemain de plusieurs décès, notamment la mort d'un jeune homme lors d'un règlement de compte dans une fusillade. Des élus qui dénoncent un manque de moyens criants. L'État doit réagir, dit le député communiste du département, Stéphane Peu. Cette nuit, il y a eu un jeune de 16 ans qui est mort à Saint-Denis. Il y a eu un autre mort à Villepinte et un blessé par balle au thorax à Aulnay-sous-Bois, rien que cette nuit. Et donc on est dans une situation dans ce département qui est en nombre d'homicides, en nombre de violences par arme supérieur à ce qui se passe à Marseille. Sauf que quand à Marseille, il y a eu il y a quelques années une vague d'homicides et de violences par arme, on a pris 40 policiers pour les affecter à Marseille. Et savez-vous dans quel département on a pris les 40 policiers pour aller renforcer les effectifs de police en Seine-Saint-Denis? La colère de Stéphane Peu, le député communiste de Saint-Denis, au micro européen de Mathieu Bock. Le maire écologiste de Grande-Synthe dans le Nord menace de rouvrir un camp de migrants si l'État ne lui propose pas de solution durable d'ici la fin de la semaine. La ville a temporairement ouvert un gymnase cet hiver, mais aujourd'hui près de 660 migrants ont été comptabilisés à Grande-Synthe et la situation n'est plus tenable. À Paris, nouvelle agression d'une prostituée transgenre au Bois de Boulogne la nuit dernière. On lui a volé son sac à main et elle a été renversée ensuite par la voiture de ses agresseurs. Elle est blessée, ses jours ne sont pas en danger. Des faits qui interviennent un mois après la mort d'une autre travailleuse du sexe également dans ce même Bois de Boulogne. Emmanuel Macron va devoir trouver un nouveau ministre de l'Intérieur, puisque vous savez que Gérard Collomb va quitter son poste après les élections européennes en mai prochain. Il souhaite se présenter à la mairie de Lyon, un poste qu'il a déjà occupé pendant 16 ans. Alors on sait qu'il est très attaché à cette ville, Gérard Collomb, mais que pensent les Lyonnais de cet éventuel retour? Jean-Luc Boujon est le correspondant d'Europe 1. Les Lyonnais ne sont pas hostiles a priori au retour de celui qui était leur maire de 2001 à 2017, tout simplement parce qu'il a été un bon maire selon Jacqueline, Jean-Yves et Maggie. Moi je veux bien qu'il revienne, il était bien comme maire. Moi j'aime beaucoup, il a fait plein de choses pour Lyon, c'est un bon maire. Il a vraiment ouvert la ville à l'Europe et plus que ça, et ça c'est bien. Il n'a pas fait un peu son temps quand même? Non, il a de l'expérience, non, il peut encore continuer. L'âge de Gérard Collomb, c'est malgré tout ce qui fait tiquer un certain nombre de Lyonnais, à l'image d'Alain, pourtant âgé de 69 ans. À son âge, il aura 73 ans en 2020, 79 ans à la fin de son mandat. Est-ce bien sérieux? Vous dites quoi, place aux jeunes? Ben oui, quand même, pas aux vieillards. Et puis il y a aussi cette désagréable impression d'un pouvoir qu'on prend, qu'on lâche et puis qu'on vient récupérer 3 ans plus tard. Une attitude répandue chez les politiques et qui déplaît à Fabien. Il y a une forme de népotisme dans sa manière de faire la politique locale.
cas où lui, s'il venait pas, il y aurait sa femme qui se présenterait. Ça me fait penser un peu au couple Balkany. Voilà Caroline, la femme de Gérard Collomb, qui était jusque-là dans l'ombre, mais qui depuis un an est à la tête du mouvement En Marche à Lyon. Certains imaginent déjà le couple se partager la ville et la métropole, puisque Gérard Collomb, c'est une certitude, ne pourra cumuler ces deux postes stratégiques. La loi l'interdit désormais. Lyon, Jean-Luc Boujon, Europe 1. Et on y reviendra tout à l'heure dans les unes de la presse, puisque vos journaux parlent beaucoup de ce futur départ de Gérard Collomb. Les députés La République En Marche ont un nouveau président, Gilles Legendre, qui succède à Richard Ferrand, dont il était le bras droit. Les députés qui ont donc fait le choix de la continuité. Europe 1, il est 22h10, et du nouveau du côté de la sécurité routière, de nouvelles mesures qui s'ajoutent à la limitation de vitesse à 80 km/h. Un durcissement des sanctions, notamment pour protéger davantage les piétons. Aude Leroy nous en dit plus. Tout d'abord, si vous êtes au volant et que vous coupez la route à un piéton, eh bien vous perdrez 6 points sur votre permis au lieu de 4 hier, avec à la clé une contravention de 135 €. Et la nouveauté, c'est que cette amende, vous pourrez la recevoir presque immédiatement si une caméra de surveillance vous a filmé. Les policiers qui visionnent la vidéo et constatent une infraction vous envoie le PV chez vous. Et avec cette vidéo-verbalisation, le nombre d'amendes risque de flamber. Ce système existe déjà dans les grandes villes et dans plus de 300 communes. L'an dernier, 519 piétons ont été tués, dont plus de la moitié en agglomération. Et plus de 11 000 personnes qui étaient à pied ont été blessées par un véhicule. Parallèlement, les passages piétons vont être réaménagés pour une meilleure visibilité, avec notamment des signalisations au sol qui obligeraient les voitures à s'arrêter bien avant. Autre mesure qui concerne l'alcool au volant, cette fois, c'est l'extension, à partir d'aujourd'hui, de l'éthylotest anti-démarrage. Ça veut dire que vous ne pouvez pas démarrer votre voiture tant que vous n'avez pas soufflé dans l'éthylotest, et que si vous avez trop bu, eh bien, ça ne démarre pas. Désormais, le tribunal peut décider d'imposer cet éthylotest au maximum pendant 5 ans, selon les cas. Les précisions d'Aude Leroy pour Europe 1. 22h, 22h30, le journal de la nuit avec Isabelle Millet sur Europe 1. Et à 22h11, comme promis, on revient au foot avec, depuis un peu plus d'1 heure maintenant, 2 matchs de Ligue des Champions. Le PSG qui joue à Liverpool. Tout à l'heure, Julien Froment, à la mi-temps, on en était à 2-1 pour les Anglais, avec des Parisiens pas très en forme. Comment ça va ? Eh bien écoutez, après 52 minutes de jeu, le score est inchangé, toujours 2-1 pour Liverpool face au Paris Saint-Germain. Et le Paris Saint-Germain qui sort un petit peu la tête de l'eau, parce que pendant la première demi-heure de jeu, eh bien, le PSG a sombré, a pris des marées rouges successives, avec ce premier but inscrit par Daniel Sturridge à la 30e minute de jeu. Et puis 36e minute, le penalty pour Liverpool inscrit par James Milner. Là on s'est dit que ça allait être très compliqué pour ce Paris Saint-Germain là. Et puis Paris est revenu dans la partie grâce à un but signé Thomas Meunier, le défenseur belge, à la réception d'un centre d'André Di Maria. La belle reprise de volée de Meunier qui a donc permis à Paris de revenir à 2-1. Et là, depuis ce début de seconde période, le PSG subit, mais le PSG est un petit peu moins en difficulté, on va dire, face à une équipe de Liverpool qui essaye de marquer le but du break, même si pour le moment, comme je vous l'ai dit, le score est toujours de 2-1 après 53 minutes de jeu. Merci Julien Froment en direct de Liverpool. Direction Monaco maintenant avec vous, Frédéric Elion. Les Monégasques face aux Espagnols de l'Atlético Madrid. Toujours 2-1 là aussi pour l'Atlético. Ça n'a pas bougé, Isabelle, oui, toujours 2-1 donc pour l'Atlético Madrid, un match où chaque équipe a un petit peu ses temps forts. Les Monégasques qui sont mal en point en championnat ont attaqué timidement, on les a sentis en difficulté, mais ils ont été réveillés par l'ouverture du score à la 18e de Samuel Grandsir, qui a profité d'un cafouillage dans la surface de réparation. Et puis derrière, l'Atlético Madrid a égalisé, une superbe action à une touche de balle, Antoine Griezmann à la passe, Diego Costa à la conclusion. Et après cette égalisation, eh bien, ils ont un petit peu sombré, les Monégasques. Deuxième but de Jiménez dans le temps additionnel, 2-1 pour l'Atlético Madrid. Et en ce début de seconde période, Isabelle, les Espagnols ont toujours la main mise pour l'instant sur cette partie. 56 minutes, 2-1 pour l'Atlético Madrid. Merci beaucoup Frédéric Elion en direct de Monaco. Et ce que je vous propose, messieurs Frédéric et Julien, c'est qu'on vous retrouve tout à l'heure à 22h30, c'est-à-dire dans un petit quart d'heure, pour faire un nouveau point sur ces 2 matchs de Ligue des Champions. À tout à l'heure. La météo, en attendant, avec vous Elena Morna, et une amélioration demain, Elena, sur la moitié nord. C'est vrai qu'on a vu passer une ligne pluvieuse et quelques orages à la clé aujourd'hui et encore ce soir d'ailleurs. Alors demain, il n'en restera qu'un voile nuageux entre la Lorraine, l'Alsace,
La Franche-Comté, la Bourgogne et sur le nord de l'Auvergne. Bon, l'impression restera belle malgré tout. Alors d'autres nuages, des entrées maritimes, cette fois sur le golfe du Lion, le matin seulement. Pareil sur la façade atlantique et les bords de Manche. Sous les nuages le matin, sous les éclaircies l'après-midi. Les bords de Manche seront bien ventilés avec des rafales de vent à 60-70 km/h. Les températures, elles restent estivales. Localement 10 degrés au-dessus des normales de saison, surtout dans le sud-est. Alors demain matin, on aura 10 à 20 degrés de Charleville-Mézières à Nice, 15 à Brest, Lille, Paris, Angoulême et Valence. Et puis l'après-midi, Météo France prévoit 21 degrés à Boulogne-sur-Mer, 23 à Saint-Brieuc et Vannes, 24 au Havre comme à Biarritz, 26 à Rouen et Ajaccio, 27 à Paris et Perpignan, 28 pour Bordeaux et Verdun, 29 à Nancy et Marseille, 31 pour Colmar, Montluçon et Nîmes, 32 à Lyon et 33 degrés à Valence ou encore à Vienne en Isère. Prochaine dégradation en vue vendredi. Le week-end sera plutôt gris et un peu plus frais au nord, toujours chaud et ensoleillé au sud. La météo signée Elena Morna sur Europe 1.